Et c'est vrai qu'il y a une étape quand même très importante que je n'ai pas mentionnée pour l'Espagne, que j'ai mentionnée que pour l'Indonésie, c'est que c'est la protection. Et en fait, ce qui s'est passé en Espagne, c'est que c'est une zone qui est protégée officiellement par la Commission, qui a été protégée officiellement par la Commission européenne en 2006, il me semble. Mais ça s'est fait, en anglais on dit top-down. Enfin, ça a été une décision qui a été prise par le gouvernement, mais sans solliciter les acteurs locaux qui dépendent de cette zone pour vivre. Donc, par exemple, les pêcheurs. Donc, en fait, c'est une protection qui n'est pas respectée. Tandis que, si on peut comparer au projet qu'on a en Indonésie, la protection, elle s'est faite en collaboration avec les acteurs locaux concernés, donc les pêcheurs, et elle a été respectée dès le début. Parce que ils voyaient qu'il y avait un intérêt, enfin au fur et à mesure les résultats leur étaient présentés, ils voyaient un vrai intérêt à protéger cette petite zone pour pouvoir pêcher non loin de l'aire marine protégée, avec un retour de biodiversité important pour eux, etc. Tandis qu'en Espagne, en fait c'est une zone qui a été protégée dans le côté papier, mais vu que les acteurs locaux n'étaient pas d'accord, ils n'ont pas forcément respecté. Il y a toujours une marge entre la loi et comment elle est appliquée. C'est ça. Donc c'est là où c'est intéressant. On a réussi au travers de plaidoyers et de discussions avec les pêcheurs à renforcer la protection de la zone. Donc bien sûr c'est un travail qui continue parce qu'il faut toujours mieux protéger et toujours continuer les discussions pour pas perdre la communication. Mais c'est quand même une victoire pour nous d'avoir renforcé la protection donc sur les 200 hectares, c'est vraiment une zone énorme qui est protégée. On a réussi à en protéger la partie où on travaille, qui est bien plus petite. Et c'est une victoire pour nous parce que même si, bien sûr, avec les courants, la pollution, donc ça, il faudra qu'on le traite plus tard, voir comment prévenir les accidents de filets de pêche parce qu'ils peuvent arriver même de zones non protégées avec les courants arriver sur place. Mais c'est une victoire aussi pour nous de pouvoir renforcer la protection et de voir que les gouvernements et les acteurs locaux sont ouverts à ça. Ok, excellent. Et est-ce qu'il te semble qu'on a manqué des étapes ou on les a toutes faites? Donc dépollution, protection, restauration, repeuplement, et il y a l'étape sensibilisation du coup via les centres de plongée. Il y a du tourisme parce que c'est la Costa del Sol dans le sud de l'Espagne. Donc l'idée c'est quand même les plongeurs qui viennent plonger à ces profondeurs qu'ils soient sensibilisés. Donc via les centres de plongée donc les participants, enfin les propriétaires de ces centres de plongée sont bénévoles du projet. Donc via leur participation, ils sont sensibilisés, ils peuvent sensibiliser les touristes qui viennent à eux. Donc il y a un effet boule de neige comme ça qui est intéressant. Et sinon l'équipe voyage beaucoup dans les écoles, à Grenade, Séville, dans les villes aux alentours, pour sensibiliser. Et comment sensibiliser sur un écosystème qui est aussi profond, parce que bien sûr des enfants ne peuvent absolument pas le voir. Donc on a décidé de le faire de manière la plus interactive et réelle possible avec des casques de réalité virtuelle. Et c'est génial de voir des enfants plonger à 40 mètres de profondeur avec un casque. Ils sont juste fascinés, c'est magnifique. Et donc ils voient les coraux, donc ces beaux coraux chandeliers avec leurs tentacules. Maintenant ce qui manque c'est on est en train de filmer le problème. Parce que le problème n'est pas visible non plus, donc filmer des vidéos en 360 aussi qui soient de filets de pêche justement qui sont en train de casser avec les courants, qu'on voit la vidéo du problème et qu'on puisse la montrer aussi aux pêcheurs qui sont pas non plus plongeurs. Donc voilà, ça c'est un projet pour cette année.